Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Rétro, la toute première de ce mois d'août, le mois consacré à la Sainte Vierge pour les chrétiens, à l'Assomption. Mais ce dimanche, votre magazine d'information s'intéresse à la situation qui prévaut au Niger. La crise est dans un spectre plus large à la situation tumultueuse qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Depuis le 26 juillet dernier, date du coup d'État militaire qui a déchu Mohamed Bazoum de ses fonctions de président de la République du Niger. L'actualité est en évolution constante entre manifestations à l'intérieur du pays appelant au départ de la France et les menaces de Paris qui appellent au retour à l'ordre constitutionnel. Aidés dans cette manœuvre par les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la situation va de mal en pis alors que les sorties des hommes forts de la sous-région radicalisent les positions. Nous allons analyser la situation en compagnie de notre invité. Il s'appelle Cédric Pouga Mbok. La zone d'Afrique de l'Ouest le connaît bien puisqu'il y a fait ses études entre 2012 et 2017. Il est expert des questions de géostratégie et de relations internationales. Nous le recevons à l'instant. Bonjour Cédric Pouga. Bonjour Madame Camilla, merci de me recevoir dans ce plateau. Une première pour la Rétro? Oui, bien entendu. Mais un habitué des plateaux télé. Bien entendu. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir de but en blanc comme ça. Un coup d'État au Niger depuis le 26 juillet dernier. Il y a eu une situation qui évolue quasiment minute by minute. Le Niger qui a suspendu les réseaux sociaux dans le pays. Internet qui a été suspendu. France 24, RFI suspendu. Des relations plutôt tendues avec la France jusqu'ici. Quelle lecture, vous, en tant qu'analyste, vous faites de l'évolution des événements jusqu'ici? Oui, de prime abord, nous dirons que c'était une évolution assez prévisible. Vu la situation dans le Sahel, il faut savoir que la question de fond ici qui se pose, c'est un retour à la sécurité. Les interventions de l'OTAN au début des années 2010 au niveau de la Libye ont profondément insécurisé cette zone qui est le Sahel, amenant ainsi les différentes opérations françaises qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, depuis près de 10 ans, que ce soit les opérations Serval, Takuba ou Barkhane, qui sont toujours présents, faut-il le rappeler. Nous n'avons pas vu les résultats escomptés. Après 10 ans, nous avons l'impression, et ce n'est pas une impression, il est clairement établi que le terrorisme ne fait que foisonner, que ce soit dans la zone des 3 frontières. Et quand nous parlons ici des 3 frontières, nous voyons le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Vous voyez donc la convenance, ou plutôt la coïncidence. Effectivement. Et quand vous voyez dans cette coïncidence, ou la convergence, comme vous l'avez dit, vous comprendrez bien que le Mali, qui a eu un coup d'État en 2020, puis le Burkina Faso, entre 2021 et 2022, 2 coups d'État. Il était normal que nous aboutissions naturellement au Niger. Parce que tant que cette situation semble précaire sur le plan sécuritaire, il ne pouvait pas y avoir une stabilité politique. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui nous aboutissions à un putsch militaire parce que vraisemblablement les choses n'arrivent pas à évoluer dans le sens qui aurait été souhaité lorsque ces opérations avaient été appelées. Parce qu'il faut le rappeler, les Africains, ces pays du Sahel, avaient appelé la France au secours. Et là, le premier était le Mali, lorsqu'en 2011-2012, le président d'alors, qui était Amadou Toumani Touré, celui que vous connaissez très souvent sous le nom d'ATT, avait été renversé. Et à ce moment-là, nous avons vu une horde de djihadistes couplés à un mouvement rebelle Touareg, présent au Niger, présent au Mali, qui ont comme ça foncé vers le sud. Ce qui a entraîné, bien entendu, le président de cette époque-là, président de transition, je précise, Djangouda Traoré, qui a donc appelé la France au secours. Mais ce secours-là était basé davantage sur un appui aérien.
Ici, il était question que la France vienne soutenir les forces en présence au sol afin de pouvoir avoir une couverture aérienne. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Nous avons assisté à un débarquement des troupes de l'opération Serval au sol qui ont entraîné, bien entendu, une contre-offensive. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'aux portes de la zone du moins de la région de Kidal, malheureusement, les soldats maliens ont été empêchés d'entrer. À ce moment-là, la France avait expliqué, bien entendu, qu'il s'agissait de garder un peu les équilibres avec les forces en présence afin de ne pas créer une forme d'instabilité qui aurait pu aboutir à autre chose. Malheureusement, la population et les militaires d'alors, dont le colonel Assimi Goïta, qui faisait partie des forces spéciales à cette époque-là, n'ont donc pas compris pourquoi est-ce que la France jouait ce rôle qu'on pouvait qualifier de trouble. Voilà pourquoi, naturellement, nous sommes arrivés à la situation de 2020-2021, où, bien entendu, l'ancien président, aujourd'hui décédé, paix à son âme, a été renversé. Il s'en est suivi la situation au Burkina Faso et bien entendu, aujourd'hui, nous sommes au Niger. Le Niger restait le dernier maillon. Il faut rappeler que les forces Barkhane et Takuba ont été chassées, que ce soit du Mali ou du Niger, ou du Burkina Faso. Et donc, se sont retrouvés au niveau du Niger. Aujourd'hui, on compte pratiquement 1500 soldats français présents sur le sol nigérien. Et hier, bien entendu, vous avez dit la situation évolue minute by minute. L'État du Niger, par la voix des officiers qui ont pris le pouvoir, ont dénoncé les accords militaires présents, du moins qui étaient encore en état au niveau avec la France. Conséquence, la France a 6 mois, comme cela s'est fait au Burkina ou au Mali, pour retirer ces troupes du Niger. Bien entendu, cela laisse présager bien que d'autres forces en présence viendraient prendre la place pour venir en soutien. Forces qui ont été beaucoup plus pragmatiques, si nous pouvons le dire. Nous avons vu le résultat en Centrafrique. Nous voyons aujourd'hui les résultats marqués, que ce soit au Burkina ou au Mali. Et il est très vraisemblablement possible que demain, vous verrez d'autres drapeaux flotter au Niger à côté de celui du drapeau nigérien. Du pays, il faut dire que depuis le début de cette crise, la France s'est prise à partie, l'Occident même en général, puisqu'on sait, vous le disiez d'ailleurs, il y a près de 1500 soldats français sur le sol nigérien, environ 1100 soldats américains sur le sol. Et depuis le début de cette crise-là, la France qui n'arrête pas de marteler, de menacer en exigeant un retour à l'ordre constitutionnel, est-ce qu'on peut y voir un sentiment, une exacerbation du sentiment anti-français, ou alors est-ce une bonne chose dans une zone où il y a comme une culture du coup d'État? Vous savez, la France, malheureusement, avec le président Emmanuel Macron, accumule des erreurs. Nous dirons ici des erreurs stratégiques. Parce que vous vous rendrez compte qu'effectivement, ce qu'on a qualifié, et que moi, je ne conçois pas comme étant tel, comme un sentiment anti-français, n'a fait que prendre de l'ampleur depuis que le président Macron a pris le pouvoir en France. Il serait un président impopulaire? Pas forcément qu'il soit impopulaire, mais plutôt qu'il a eu des sorties médiatiques qui sont très questionnables. Questionnables dans le sens où nous nous souvenons encore du discours de Ouagadougou, où pratiquement il a humilié le président Roch-Marc Kabore d'alors, et qui n'était vraiment pas passé auprès des opinions publiques africaines. Nous nous souvenons aussi de ces sorties remarquées pour fustiger l'attitude de certains présidents africains. Et moi, particulièrement, je me rappelle de ce discours après être parti du Cameroun, d'un Emmanuel Macron qui intervenait sur les sujets politiques en charge au Cameroun, dans un pays ami qui est le Bénin. Vous voyez un peu cette accumulation d'erreurs ou bien de maladresse, nous allons le dire ainsi, maladresses diplomatiques ont entraîné forcément à ce que nous aboutissions à un moment donné à un ras-le-bol. Aujourd'hui, la France est-elle véritablement en droit de donner des leçons aux pays africains quand on sait qu'elle n'a pas été capable de juguler la crise sécuritaire qu'ils ont provoquée? Parce qu'il faut rappeler qu'en 2011, c'est contre l'avis de la plupart des pays africains que la France, avec ses alliés de l'OTAN, sont intervenus en Libye. Et soyons factuels, c'est cette intervention qui a occasionné la crise sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui. Donc il est normal aujourd'hui que les populations pensent légitimement que la France ait joué un rôle
trouble, déjà un rôle factuel dans cette crise, mais encore de nombreuses rumeurs, de nombreuses supputations sont en train de foisonner. Parce que simplement la France, malgré sa présence depuis plus de 10 ans, il faut rappeler que la France officiellement est la 5e armée au monde. Il est incompréhensible que la 5e puissance mondiale ne puisse pas juguler quelques mouvements terroristes qui seraient ici et là présents dans le Sahel. Alors, depuis, des solutions ou des ébauches de solutions sont proposées. Il y a eu à ce propos le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu il y a quelques jours. À l'issue de ce sommet, le Niger a été un peu mis sous embargo avec une série de mesures très sévères. Et le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est proposé de faire la médiation dans cette crise-là. Lorsqu'on sait que lui-même est arrivé au pouvoir par le truchement, par des méthodes pas très démocratiques, pas très constitutionnelles. La rédaction de Canal 2 International s'est interrogée sur la question de savoir s'il n'y aurait pas un 2 poids, 2 mesures, puisque dans le cas du Tchad, la France a quasiment adoubé l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Et au Niger, la France fustige. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière. La dénonciation de l'accaparement du pouvoir au Niger rappelle étrangement celle survenue au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. À quelques nuances près, des sanctions d'une rare violence prises à l'encontre de la junte militaire au pouvoir depuis le 26 juillet dernier. Ce qui s'est passé au Tchad, on a dû donc protéger l'enfant héritier. La France a été comme son parent, comme son mentor jusqu'à ce jour. Or, au Niger, c'est un coup d'état militaire, c'est une révolution du palais où le chef de la garde présidentielle décide que le patron ne fait pas bien le travail et que le terrorisme est en train de monter, qu'il faut rompre tout ce qu'il a construit avec la France, Mohamed Bassoum. Donc, il est éjecté du pouvoir. Entre ultimatum, menaces, le spectre d'intervention militaire, l'embargo financier et les suspensions d'aides multiformes, le parallèle avec le Tchad laisse plusieurs points d'interrogation. Serait-on en présence de sanctions internationales à tête chercheuse? Pourrait-on voir du 2 poids 2 mesures dans la gestion de cette transition antidémocratique? Les mêmes aujourd'hui qui disent ne pas reconnaître le régime poutiste qui serait en place du côté du Niger, malgré l'émulation populaire, sont les mêmes qui reconnaissent le régime tchadien, qui, il faut le rappeler également, est un régime antidémocratique. Les voies à caractère démocratique qui, justement, consacrent l'arrivée au pouvoir n'ont jamais été respectées du côté du Tchad. Si, en plus, justement, de cette invitation du Tchad au sommet de la CEDEAO à Abuja, vous ajoutez également les multiples sanctions qui, aujourd'hui, sont émises contre un certain nombre de pays dans la sous-région ouest-africaine, comme quoi ceux-ci seraient des régimes antidémocratiques. Je parle ici du Mali, du Burkina Faso et du Niger jusqu'à hier. On observe que dans le cas du Tchad, il y a une forme d'aménagement. Le Tchad aujourd'hui n'est inquiété en rien. Il y a comme 2 poids mesures dans le traitement, mais on ne peut pas dire de manière vraiment totale que c'est la même situation. Selon les experts, ces prises de position sont mues uniquement par un jeu d'intérêt dans un monde en proie à une tectonique où la multipolarité est la nouvelle donne. Leur lecture laisse peu de place à la junte qui aura du mal à résister à la pression des voisins de la CEDEAO et de Paris, à moins de recevoir un coup de pouce de nouveaux alliés comme la Chine ou la Russie. Retour sur ce plateau en compagnie de notre invité Cédric Pogambok, analyste géostratégique. Petit commentaire à la suite de cet élément. Oui, madame, je pense que vous avez très bien ressorti le 2 poids 2 mesures. Vous parliez tout à l'heure du fait que la France était rejetée ici et là. Et voilà un des arguments que la population met en évidence. Tout à l'heure, l'un des intervenants laissait présager ou laissait penser que la situation au Tchad n'était pas la même que celle qui se passerait au Niger, alors qu'il n'en est effectivement pas le cas. Parce qu'en réalité, la situation du Tchad est exactement la même que celle qui est aujourd'hui au Niger. De sorte que
Aujourd'hui, il est constaté que le général Mahamat Idriss Déby est arrivé au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Ils sont factuels. Dire aujourd'hui que parce qu'il y aurait eu des différents mécanismes qui sont différents, nous convenons là-dessus, mais il est un fait, la transition au Tchad est anticonstitutionnelle. Mais cette transition anticonstitutionnelle a été parfaitement adoubée. Monsieur Macron s'est déplacé pour adouber le fils Déby, ce qui n'a absolument pas plu à la plupart des Africains. Lorsqu'il y a eu des remous, des manifestations au Tchad, nous n'avons pas vu la sortie de la France afin de s'insurger contre ce qui s'y passait là-bas. Donc vous comprendrez le paradoxe qu'aujourd'hui, ce soit le Tchad qui soit mis en avant pour un retour constitutionnel quand on sait qu'au Tchad, il n'y a pas de retour constitutionnel dans le sens où nous voudrions que ce soit la norme. Donc vous comprendrez aujourd'hui que la position des chefs d'État de la CEDEAO est quelque peu ambiguë. Ambiguë dans le sens où nous avons très souvent laissé prospérer ce qu'on va appeler des coups d'État constitutionnels. Qu'est-ce que j'entends ici par des coups d'État constitutionnels? Un chef d'État, il y a une constitution qui est mise en place limitant le nombre de mandats. Malheureusement, un chef d'État arrivé pratiquement à l'échéance de son mandat, nous nous rendons compte que celui-ci décide de changer les règles du jeu. Conséquence, bien entendu, c'est un coup d'État constitutionnel. Mais ce coup d'État constitutionnel n'est pas, dans la plupart des cas, condamné par que ce soit par la communauté dite internationale. La communauté dite internationale. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il est multipolaire, vous l'avez très bien dit. Donc, cette communauté dite internationale, qui pour moi est la communauté occidentale, a priori, laisse donc penser qu'il y aurait des intérêts sous-jacents qui guideraient leur condamnation ou non vis-à-vis d'un régime ou non. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, la CEDEAO, par la voix de ses chefs d'État, est en total déphasage avec les opinions publiques africaines, les opinions publiques de la CEDEAO. Conséquence, moi, j'entrevois difficilement une action militaire comme il a été laissé penser vis-à-vis des, on va les appeler des putschistes, ou du moins les nouvelles autorités nigériennes. Et donc, ces actions, quand on sait que la CEDEAO s'est montrée beaucoup moins réactive lorsqu'il y a eu, par exemple, le foisonnement des mouvements djihadistes, nous n'avons pas vu le Nigeria, ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire envoyer des troupes afin d'aider à chasser les djihadistes. D'où vient-il donc qu'il serait mieux ou bien qu'il serait plus avenant d'intervenir militairement, causant ainsi un désastre, quand on se souvient que le Mali et le Burkina Faso, sans compter le Niger, se sont déclarés en défaveur d'une intervention militaire, allant même plus loin, à dire que si jamais une intervention avait lieu, ils entreraient automatiquement en guerre parce que considérant que c'est un acte de guerre vis-à-vis d'eux. J'irai plus loin. L'Algérie, par voie de communiqué, bien en condamnant le coup d'État qui a été perpétré, s'est montré défavorable. Et il faut rappeler que l'Algérie et le Niger partagent une très large frontière. Donc, tout mouvement de déstabilisation qui irait au niveau du Niger toucherait vraisemblablement tous les pays qui sont limitrophes. Ici, nous parlons du Nigeria, dont le président est aujourd'hui président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons l'Algérie, nous avons le Mali qui intervient effectivement, le Burkina Faso et même le Bénin, par lequel les échanges commerciaux du Niger, parce qu'il faut rappeler que le Niger est un pays enclavé, et donc la plupart des échanges commerciaux venant de la mer passent forcément par le port de Cotonou. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que s'il y avait une intervention militaire qui causerait un désastre humain, autant humain qu'économique, que ce désastre-là ne toucherait pas potentiellement tous ces pays limitrophes qui aujourd'hui menacent d'intervenir potentiellement au Niger. Alors, quelle analyse vous faites des forces en présence, puisqu'aujourd'hui on remarque qu'il y a des alliances, vous le soulignez il y a quelques instants, des soutiens, des blocs qui sont en train de se former, une CEDEAO divisée, voire affaiblie par ces différentes prises de position. Quelle analyse vous faites aujourd'hui de ce repositionnement, en effet, des pays de cette zone-là? Non, il est un fait aujourd'hui, c'est que la situation sécuritaire dans la zone du Sahel a entraîné énormément de déstabilisation politique. Allant dans le sens où les populations insécurisées, forcément, lorsqu'elles
ne parviennent pas à trouver des solutions. Il y a d'autres solutions qui sont bien entendu maintenant mentionnées. Bien entendu, nous pensons ici au coup d'État parce qu'il faut rappeler qu'au Mali, il y a eu d'abord une instabilité, une très longue instabilité politique qui est allée pratiquement 6 mois. La population avait bloqué pratiquement le bon fonctionnement de l'État. Et c'est pour rétablir en fait le bon fonctionnement de l'État qu'est advenu donc ce coup d'État, qui n'en était pratiquement pas un, du moins de mon point de vue. Aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO sont divisés en 2 camps. Pourquoi? Parce que des intérêts davantage exogènes viennent intervenir dans cet espace-là et, bien entendu, fractionnent les différents chefs d'État de cette zone. Aujourd'hui, nous avons l'allié qui est l'allié historique de cette zone-là, qui est la France, parce qu'il faut rappeler que l'ensemble des pays de l'UEMOA, qui sont essentiellement présents dans la zone CEDEAO, ont été colonisés par la France et ont gardé des liens très forts jusqu'aujourd'hui avec la France. Malheureusement, on constate que, ou heureusement pour nous Africains, nous constatons qu'il y a un détachement progressif qui est en train de se faire. Et ce détachement est assez compliqué, dans le sens où l'histoire nous parle. La plupart des chefs d'État qui s'y sont essayés, bien entendu, ont très peu prospéré. Et donc, vous l'aurez remarqué, que le coup d'État intervient le jour où débute le sommet de Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont remarqué un peu la coïncidence ou la convergence de ces différentes dates. Et donc, on aurait dit que c'est un appel des autorités nigériennes vis-à-vis des autorités russes, afin que celles-ci, qui ont eu un résultat, semble-t-il, positif, parce que quand même, nous voyons qu'aujourd'hui, la situation au Mali, la situation en Centrafrique, qui nous est plus proche, semble beaucoup moins précaire qu'elle ne le fut à l'époque. La situation au Burkina semble revenir à la normale. Et même, j'irai plus loin, le capitaine Traoré, lorsqu'il avait eu son échange en tête-à-tête avec le président Poutine, avait bien entendu mentionné le fait que la situation du Niger pourrait être un facteur qui entraînerait la Russie, bien entendu, à venir en aide à ce pays-là. Et donc, forcément, lorsque vous avez donc cette conformation qui se met en place, avec d'un côté des chefs d'État traditionnellement attachés à la métropole et ceux qui veulent s'en détacher en prenant d'autres alliés, bien entendu, nous aboutissons à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, il y a, nous le disions, des blocs qui se forment, des alliances. On a eu cette semaine les sorties des porte-paroles. D'un côté, le ministre de la Communication du Burkina Faso, qui a fait savoir le soutien du gouvernement burkinabé à l'endroit du Niger, qui percevrait une quelconque intrusion militaire de la France ou autre qui réagirait comme de la légitime défense, mais également le porte-parole de l'État malien. Je vous suggère d'écouter ces extraits des hommes forts de ces pays-là et on se retrouve juste après. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction
l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ses responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. Outre l'aspect militaire, Cédric Pougambok, il faut dire que ces porte-paroles ont relevé la condition des populations qu'on oublie souvent dans ce genre de crise, la population nigérienne qui croupit dans la misère. En filigrane de cette crise, il y a la question de l'uranium, très lucratif. Selon certains experts, l'uranium rapporterait au Niger 5504 milliards par an, dont 86 milliards pour le Niger et 5418 pour la France. Est-ce que ce ne serait pas le nœud gordien un peu de la mainmise que la France souhaite garder sur ce pays-là? Oui, bien entendu. Vous savez aujourd'hui que la crise énergétique causée par le conflit aujourd'hui en Ukraine entraîne bien entendu toutes les puissances à refaire un peu le plein de ressources. Et la France a eu de manière logique, depuis les indépendances, la mainmise sur ce minerai extrêmement important. Vous connaissez ô combien il est important aujourd'hui de parler de l'uranium lorsqu'on parle d'électricité, d'énergie de manière globale. Et il n'en demeure pas moins que des estimations d'experts disent qu'aujourd'hui, une ampoule sur 3 en France brillerait grâce à cet uranium nigérien. Outre cela, vous remarquerez qu'il y a quelques jours, précisément le 1er août, la France a levé le bouclier tarifaire concernant l'énergie pour les particuliers. C'est-à-dire que ce bouclier tarifaire qui normalement devrait être mis, ou du moins aller vers son terme en 2024, on a obligé aujourd'hui de le lever pour essayer de faire face à la crise qui potentiellement se présente à l'horizon. Et donc, forcément, le président Emmanuel Macron, en intervenant, a précisé, bien entendu, que la France répliquerait au cas où ces populations ou ces intérêts seraient mis en danger. Et donc, nous comprenons très bien que ces intérêts, en réalité, sont l'uranium du Niger, entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'uranium, il y a de l'or. Il faut rappeler que la France est l'un des plus grands possesseurs d'or, du moins de réserves d'or dans les banques. Et pourtant, il est à noter que la France ne produit pas un gramme d'or. Donc vous comprendrez bien que les intérêts, les ressources stratégiques présentes au Niger font de ce pays-là, bien entendu, un enjeu extrêmement important. Aujourd'hui, la France vit une situation extrêmement difficile. Et donc, cette intervention militaire présagée, ou du moins qui aurait été possible si jamais les pays de la CEDEAO, tels que le Mali et le Burkina Faso, dont moi je félicite l'action, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'il y a un projet de fédération qui est mis en place entre le Burkina Faso et le Mali. Vous conviendrez avec moi que ce soit le porte-parole du Burkina Faso ou celui du Mali, ils ont lu le même communiqué. Le même communiqué, exactement, les mêmes termes. Exactement. Et donc, il est question aujourd'hui d'aller vers une convergence panafricaine. Cette union tant réclamée par les pères fondateurs, Kwame Nkrumah, qui malheureusement avait été des incompris au moment des indépendances, mais petit à petit, cette idée recommence à germer dans la tête des dirigeants africains et d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Il est normal qu'aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui font face au même problème, ce problème djihadiste qui gangrène cette zone, puissent faire face de façon commune. Parce qu'il faut rappeler, si le problème est résolu au Mali, ou du moins a partiellement résolu au Mali et au Burkina Faso, et qu'au Niger, nous aboutissions toujours à une situation où règne l'insécurité, vraisemblablement la situation n'évoluerait pas toujours dans le bon sens chez ses voisins. Donc, naturellement, ce projet de fédération que nous encourageons vis-à-vis des pays africains, que ce projet de fédération puisse aboutir et entraîner vraisemblablement à ce que nous aboutissions à des grands ensembles. Parce que nous en appelons depuis plusieurs années à ce que des grands ensembles, si on ne peut pas encore appeler à ce qu'il y ait une unité africaine dans le sens propre du terme, nous pouvons au moins former des grands ensembles. Les sous-régions, CEDEAO, CEMAC et autres, constituent en réalité ces grands ensembles que nous souhaitions. Malheureusement, celles-ci se montrent totalement incapables
effectivement de fédérer non seulement les chefs d'État, parce que les chefs d'État semblent les uns et les autres bien liés. Malheureusement, il n'y a pas cette fédération au niveau des populations. Malheureusement, cette population ne voit pas cette convergence, qu'elle soit économique ou sécuritaire, arriver à leur terme. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, c'est ces projets-là, et le capitaine Traoré l'a très bien mentionné lors d'une interview dans une chaîne concurrente russe, que, bien entendu, le projet de fédération verrait bientôt potentiellement le Niger intégrer celui-ci. Alors le projet est en cours, mais à l'heure actuelle, on s'interroge quand même jusqu'où peuvent mener ces antagonismes. On parle bien sûr du bien-être des populations qui croupissent sous la misère actuellement, non seulement au Niger, mais dans les pays d'Afrique de l'Ouest en général. Est-ce que le fait de tendre la main à l'Est ou à l'Orient, ils ne sont pas en train simplement de changer de bourreau? Vous savez, on a très souvent tendance à dire que les pays africains sont des pays pauvres. Quels sont les indicateurs qui sont mis en avant? On vous dit que c'est le fait qu'un Africain vivrait avec moins d'$1 par jour qui serait l'indicateur que le pays africain serait pauvre. Et pourtant, les pays africains les Africains dorment sur des ressources énormes. Des niches d'or. Des ressources qui sont utilisées et transformées à l'extérieur et qui permettent de produire ce qu'on a appelé donc ces dollars, ce dollar symbolique qui constituerait pour nous la valeur, qui serait l'indicateur de la richesse aujourd'hui. Si les pays africains aujourd'hui avaient leur souveraineté entière, étaient capables de commercer, vous l'avez donné des chiffres, regardez le rapport entre les gains que gagne la France pour le commerce de l'uranium et ce que gagne le Niger. Imaginez aujourd'hui que le Niger puisse avoir pleine possession de son potentiel d'uranium et qu'il puisse aller sur le marché international avec les coûts du marché international. Ne pensez-vous pas que les populations du Niger en seraient forcément rétribuables? Il est aujourd'hui un fait. Tant que la sécurité ne revient pas dans ces zones, forcément, gangrèneront les facteurs que sont la pauvreté et autres. Une fois que la sécurité, bien entendu, qui viendrait par la mainmise d'une autre puissance, il faut le dire, la France a eu largement le temps de faire ses preuves, de démontrer qu'il est un véritable ami. Et malheureusement, les résultats escomptés n'ont pas été visibles. Il est donc normal que nous tournions aujourd'hui vers d'autres partenaires. Partenaires qui plus est, non pas le passif de ceux qui donnent des leçons aujourd'hui. Il faut rappeler que ce soit la Chine ou la Russie, aucun d'entre eux n'a colonisé un pays africain ou autre pays dans le monde. Vous comprendrez donc qu'ils jouissent déjà d'une bonne réputation sur le plan du passif, mais encore, nous avons vu l'action de la Russie en Syrie. Vous vous souvenez que le conflit syrien, il y a 5 ans, on tempêtait énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore du conflit en Syrie? Non. Vous vous souvenez que la situation était extrêmement précaire à nos frontières avec la Centrafrique. Aujourd'hui, nous voyons vraisemblablement que la situation va dans le bon sens en Centrafrique. Et nous parlons là d'une courte période. On parle des périodes de 2 à 3 ans. Nous voyons comment la situation commence à être rétablie au Mali, au Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas logique que d'autres pays penseraient, envisageraient encore que le partenariat qui est prôné, ou du moins qui est dit par les autorités, qu'elles soient de Russie ou bien de Chine, ces autorités promeuvent un partenariat d'égal à égal. C'est tout ce que les Africains ont toujours cherché. Ce partenariat d'égal... Dans les faits, est-ce vraiment d'égal à égal? Est-ce que l'Afrique a les moyens de vraiment négocier d'égal à égal? Bien entendu, madame. L'Afrique dispose aujourd'hui d'une voix prépondérante au sein du Conseil des Nations. Peut-être n'en est-elle pas encore consciente. Regardez le conflit ukrainien. Vous vous rendrez compte que la position qui a le plus choqué un bord ou un autre qui se disputerait aujourd'hui le monde, c'est la position des pays africains. 54 pays, il faut le rappeler. Imaginez donc le poids politique que comptent 54 pays au sein d'un Conseil des Nations. Vous comprendrez donc qu'elle joue un rôle essentiel. Et cela se voit aujourd'hui avec la multiplication des divers sommets États-Unis-Afrique, Russie-Afrique, demain Chine-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue cette épouse-là qu'on a longtemps rejetée, mais qui aujourd'hui devient la prunelle de tout le monde. Elle a les moyens, qu'elle soit
des moyens politiques, qu'ils soient politiques, que ces moyens soient aujourd'hui des moyens, nous ne dirons pas économiques, mais des moyens en termes de ressources naturelles, donc de potentiels moyens économiques. L'Afrique a de quoi donner. Et l'Afrique, si un partenaire vient avec le respect qui est dû lorsqu'on traite avec un partenaire, c'est-à-dire d'égal à égal, nous ne refutons pas le fait qu'il faille commercer avec les autres. Et même les Européens, il est important que nous maintenions des relations. Mais ces relations doivent être basées sur un nouveau paradigme. Oui. Ce paradigme qui voudrait qu'il y ait un ascendant et quelqu'un qui soit à terre, ce paradigme ne peut plus fonctionner avec cette génération-ci. Et tant que ce message ne passerait pas ou ne serait pas compris par les autorités occidentales, nous assisterons bien entendu à ce qu'on a appelé un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental, alors qu'il n'en est absolument pas le cas. Mais est-ce qu'en l'état actuel des choses, vu que le gâteau africain, si on peut le nommer ainsi, échappe un peu à l'Occident, la France, les États-Unis, qui comptent exclusivement, en tout cas en majorité, en majeure partie sur l'Afrique pour les ressources naturelles, pour la survie de leur continent, est-ce qu'il y a des chances que le divorce se passe de façon aussi pacifique? Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre qu'on s'achemine peu à peu vers une autre guerre froide ou du moins une autre guerre mondiale? Nous sommes en plein dans la guerre froide. Vous conviendrez avec moi que le monde est foncièrement divisé. Cela était beaucoup moins visible au début des années 2010, où la Chine et les États-Unis commençaient déjà à se mener une guerre commerciale. Cela s'est naturellement exacerbé avec le président Trump qui est parti, qui avait une politique particulière. Nous pouvions l'apprécier ou pas. Il n'en demeure pas moins que le président Trump avait une politique assez pragmatique vis-à-vis des relations internationales et des relations avec certains partenaires. Malheureusement, nous avons eu un retour de personnes qu'on peut considérer comme étant des ultramondialistes. Ultramondialistes dans le sens où les États-Unis ont toujours été considérés comme celui-là qui devait faire le gendarme partout, bien entendu secondé par les pays européens. Ce paradigme-là est difficilement acceptable aujourd'hui du point de vue des Africains. Et nous, je pense que le président de la République camerounaise, le président Paul Biya, l'a très bien dit lors des différentes visites des responsables occidentaux. Nous ne refutons pas le partenariat avec les pays occidentaux, absolument pas. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait que ces pays, lorsqu'ils viennent commercer, puisqu'ils ont besoin de ces ressources, il faudrait bien entendu qu'il y ait rétribution. Il faudrait qu'il y ait une contrepartie légitime, logique, équivalente à ce que vous prenez. Si vous décidez de prendre pour un franc symbolique tout ce que nous possédons, à un moment ou à un autre, il y aura forcément des remous et nous assisterons à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, une petite pause peut-être dans cet entretien alors que l'actualité de la semaine a été marquée par d'autres faits majeurs. On va prendre un petit coup d'œil dans le rétroviseur en ceci que l'actualité cette semaine, c'était aussi cet incendie qui s'est déclaré au marché Ekounou de Yaoundé. C'était également la publication des résultats au probatoire de l'enseignement général qui a fait de nombreux heureux, mais également des malheureux. Et enfin, dans le registre nécrologie, la sénatrice Mireille Adaré Gassawili qui a entamé son dernier voyage vers Petit Ngaoundéré dans le département de Ngoura, région de l'Est Cameroun. On voit ceci. Tour à tour, les parlementaires s'inclinent devant la mémoire d'une des leurs, la sénatrice Mireille Adaré Gassawili, alors qu'elle entame son dernier voyage pour Petit Ngaoundéré dans la région de l'Est. Si la maladie a eu raison d'elle le 22 juin dernier à l'hôpital général de Yaoundé, alors que la session ordinaire battait son plein, son œuvre lui survit. L'enseignante, entrepreneur et femme politique aura marqué les esprits par son dynamisme, malgré son naturel plutôt réservé, comme le témoigne ici le porte-parole de la grande famille Gassawili, la voix haletante. D'un tempérament calme, très réservé, rare dans ces moments. Dans sa famille politique aussi, le RDPC, c'est une grosse perte
Un départ précoce qui laisse sans voix. Ça faisait déjà une joie pour nous. Qu'une troisième femme entrait dans le Parlement. Je garde le souvenir d'une petite sœur aimable, gentille, très engagée. L'émotion est vive et perceptible ici à l'hémicycle. Pendant l'éloge funèbre du président du Sénat, lu par l'honorable Armande Dinbel, la vice-présidente de l'Auguste Chambre a du mal à retenir ses larmes. J'adresse à la famille du sénateur Mireille, ainsi qu'aux proches de la défunte, les condoléances les plus attristées de Monsieur le Président du Sénat, auquel je joins l'expression de ma profonde compassion. Après ces hommages rendus tour à tour à la mort de l'hôpital général de Yaoundé, puis au Sénat, le cortège funèbre a pris la route de Petit Ngaoundéré, le village qu'il a vu naître dans l'arrondissement de Ngoura, département du Lom et Djerem, où elle sera inhumée ce samedi 5 août. Ici, les derniers vestiges d'un magasin de vente d'accessoires de cuisine, léchés par les flammes. Tout serait allé très vite ce jeudi après-midi au marché Ekounou dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Il n'y avait même pas moyen d'entrer là-bas. Il n'y avait pas moyen, c'était grave. C'était grave. Les gens, même la police chassait le monde. J'ai eu le courage d'entrer là-bas pour commencer à sortir les bouteilles à gaz qui étaient à l'intérieur. C'était grave. Il n'y a même pas moyen, il n'y a même pas une personne qui pouvait avoir le courage d'entrer là-bas. Mais moi, je ne sais même pas d'où j'ai trouvé ce courage-là, d'entrer, sortir les bouteilles à gaz et le frigo. La zone est aussitôt circonscrite par les forces de maintien de l'ordre. Tout autour, une foule curieuse, parfois stupéfaite. Au milieu des ruines, des propriétaires anxieux. Les dégâts sont inestimables. Même la prompte intervention des sapeurs-pompiers aura juste permis d'empêcher la propagation du feu vers les boutiques voisines. C'est par chance que cette vendeuse, aidée par la population, a pu sauver quelques casiers et meubles de son bar enfumé. Lorsque la maman a lancé dans le groupe qu'il y a un incendie, j'ai seulement pris marathon pour arriver là. On a quand même pu sauver d'autres choses, mais d'autres, on ne pouvait pas sauver. Moi, je suis vendeur, il va avec mon drang là. Il vend les chaussures, mais on a eu la chance. Rien n'est arrivé, vous voyez un peu. C'est seulement la boutique, là, mais il craille seulement la remet là. Que Dieu la bénisse. D'après les témoignages, le feu serait venu d'une instabilité de l'énergie électrique. Il y a eu coupure d'électricité. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Et ensuite, la lumière est revenue et apparemment, il y a eu un court-circuit. Les branchements anarchiques observés ici sont également des facteurs pouvant favoriser ce type de drame. Devant le portail, ils attendent. De nombreux admis au probatoire de l'enseignement général 2023 sont venus confirmer ce matin au lycée bilingue de Yaoundé les résultats reçus la veille via leur téléphone portable. Oui, certes, j'ai tapé le matricule, mais moi-même j'aimerais confirmer de mes propres yeux. Ça n'exclut pas les erreurs, il y a toujours certaines erreurs, que ce soit au niveau des logiciels ou bien d'autres trucs. Donc c'est toujours pour venir confirmer comme ça. On a beaucoup souffert, c'est pas la première année, nous sommes à la 2e année. Donc quand il a réussi et que moi-même j'ai réussi, la joie m'inonde jusqu'à... On a beaucoup galéré cette année avec les professeurs qui nous faisaient trop de cours, trop de surcharge. Mais bon, ce n'était pas quand même pour rien passer. Voici tout le résultat. Certains parents aussi attendent de confirmer la réalité au barbillard. Ça, c'est encore en numérique. Et du moment où je n'ai pas encore vu ça, c'est vrai que c'est une première satisfaction déjà. C'est une lueur d'espoir. Mais du moment où je ne l'ai pas encore vu sur le plan physique, je ne peux pas dire que je suis totalement rassuré. Pour ceux des candidats hors de la ville, leurs camarades jouent les guetteurs. Je suis là juste pour voir les noms de mes amis. La journée s'annonce longue. D'après les personnels du corps enseignant, les résultats sur le papier sont encore à l'office du baccalauréat. Les élèves et parents se doivent d'être patients. Consacré
à la crise sociopolitique au Niger et en Afrique de l'Ouest. Alors qu'on entame la dernière partie de cette émission, on pourrait se poser la question de savoir, d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, il n'y a qu'un pas. Est-ce que vous pensez, avis d'experts, que le Cameroun est à l'abri d'un coup comme celui qui a lieu actuellement au Niger? De manière péremptoire, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun soit totalement à l'abri, mais lorsque nous nous fions au passif quand même du Cameroun, et lorsque nous connaissons la structure politique du Cameroun, ses profondeurs, il est très peu envisageable que nous aboutissions à ce genre de dérive, nous l'appellerons comme ça, parce que déjà le Cameroun jouit d'une forme de sécurisation de son propre territoire, c'est qu'il fait en sorte que les mouvements qui peuvent être rebelles ou terroristes sont jugulés à de très petites zones, à des zones. Nous ne minimisons pas l'impact humain qu'il peut y avoir, mais sur un plan comparatif, si on voit les autres pays dont nous parlions précédemment, forcément la situation n'est pas la même. Et donc, il y a une meilleure, on va dire, une meilleure prise en charge de ce type de questions au Cameroun, ce qui forcément ne peut aboutir qu'à un résultat plutôt positif que négatif. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut s'interroger sur l'impact des actions prises par la CEDEAO sur la crise qui prévaut actuellement? Que peut encore la CEDEAO lorsqu'on sait que des émissaires se sont rendus à Niamey il y a quelques jours et qu'ils ont dû écourter leur séjour, ce qui envoie un certain message en relation internationale. Que peut encore la CEDEAO? Que peut encore l'Afrique? Du moins de l'avis de nombreux experts, la CEDEAO joue aujourd'hui sa crédibilité. Dans quelques heures, nous saurons quelle est l'action qui sera menée puisque l'échéance est arrivée. Nous sommes dimanche. Et donc, nous verrons si la CEDEAO agira ou pas selon les menaces qui ont été mises en place. Nous savons déjà que l'état des sanctions, le régime des sanctions a été adopté. Nous l'avons vu au Mali. Le Mali a très bien résisté au régime de sanctions, plus draconiennes que celles qui sont aujourd'hui mises en place au niveau du Niger. Et donc, la solution ultime serait bien entendu l'intervention militaire. Mais cette intervention militaire est très hypothétique, étant entendu que les opinions publiques dans les pays dont les présidents se gargarisent de vouloir envoyer des soldats, est-ce que ces opinions publiques seront favorables à cela? Est-ce que le président du Nigeria, qui aujourd'hui a du mal à faire face à la menace qu'est Boko Haram qui nous déstabilise tous, est-ce que ce Nigeria-là qui a du mal à faire face à ce problème enverrait, déstabiliserait, minimiserait les hommes qui sont sur le terrain pour envoyer ces soldats au niveau de la zone du Niger sous le prétexte qu'il faudrait remettre un président démocratiquement élu? Est-ce que véritablement les populations nigérianes qui ont élu ce président très récemment sont favorables à ce type d'action? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à une crise politique profonde. Est-ce qu'il est nécessaire pour ce président-là, même si, bien entendu, il y a des discours qui sont faits, mais est-ce que l'opinion publique en place, avec la fragilité politique qu'on connaît actuellement au Sénégal, est-ce qu'il est possible d'envoyer des soldats? De notre humble point de vue, nous ne le croyons pas. Forcément, la CEDEAO a commencé à perdre des plumes depuis quelque temps. Il était très décrié, ou elle était très décriée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il faudrait véritablement que celle-ci fasse sa mue. Parce qu'à la réalité, nous ne voyons plus véritablement l'importance de la CEDEAO, outre l'aspect économique, bien entendu, qui est, on va dire, hypothétiquement mis en place. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu le projet ECO, qui devait permettre une harmonisation des monnaies dans toute la zone, tout à fait, mais qui malheureusement n'avait pas abouti. Et donc, forcément, il faudrait envisager peut-être une autre forme d'organisation, peut-être, pourquoi pas aller vers une organisation beaucoup plus inclusive, beaucoup plus restrictive, bien entendu. C'est-à-dire que, pourquoi ne pas aller vers des modèles fédératifs? Bien entendu, en mettant en place des mécanismes qui permettraient aux États de garder, bien entendu, une certaine autonomie. Oui. Et peut-être, à ce moment-là, nous aboutirons à un modèle qui
ramène un peu de l'ordre dans cette sous-région, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, cette sous-région est véritablement sens dessus-dessous. Dernière question, alors que nous tirons les dernières minutes de ce programme, avec la montée en puissance des BRICS, la Russie, la Chine, le Brésil, est-ce qu'on pourrait dire qu'il souffle un vent de liberté sur l'Afrique ou que simplement, à contrario, l'Afrique serait en train de régler ses comptes à l'Occident? Nous dirons simplement qu'aujourd'hui, une opportunité se présente pour les États africains. Maintenant, libre à eux de la saisir ou pas. Parce que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire où de nombreuses puissances émergent, donnant ainsi la possibilité de choisir de manière souveraine ses partenaires, ce qui ne fut pas le cas il y a encore quelques années. Et donc, les Africains ont la possibilité, l'histoire leur donne la possibilité aujourd'hui de prendre leur destin en main. Et nous espérons simplement que ce besoin, je ne sais comment le qualifier, il y a comme un sentiment, un vent de liberté qui circule auprès des opinions publiques africaines, des populations africaines, que ce vent-là touche aussi nos dirigeants, afin que ceux-ci nous orientent vers des lendemains meilleurs, des lendemains basés sur des échanges équilibrés entre ceux qui viennent de l'extérieur, je prends ici l'Occident, la Chine, la Russie, et nous-mêmes, afin que nous puissions de manière harmonieuse. Il est vrai que les relations internationales sont des rapports de force, mais aujourd'hui, le rapport de force étant déséquilibré, ce rapport de force étant mieux favorable aux intérêts et aux aspirations africaines, nous espérons simplement que nous saurons saisir la balle que l'histoire nous tend. Merci pour votre contribution, Cédric Pouga-Mbog, vous qui avez été étudiant au Mali de 2012 à 2017. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé au Mali? Beaucoup de choses. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié l'Afrique de l'Ouest en général, le Mali particulièrement, où j'ai passé un certain nombre d'années. Je me rappelle encore que là-bas, on parlait beaucoup plus de Bambara plutôt que le français. Donc, Anne Sokoma, aux populations du Mali. Nous les saluons affectueusement. Ils nous sont profondément dans notre cœur. Nous aimons pratiquement tout ce qu'il y a eu au Mali. Toute la culture malienne, c'est la culture africaine. Et nous apprécions et militons davantage, vu que ces rapports entre le Cameroun et le Mali semblent un peu tendus ces derniers temps à cause des problèmes de visa. J'aime à rappeler que lorsque nous allions au Mali il y a près d'une dizaine d'années, il n'y avait pas de visa. Ce sont les accords qui avaient été mis en place, faisant du Mali un État frère, véritablement frère du Cameroun. Ce qui faisait que quand nous allions au Mali, nous n'avions pas besoin de visa et vice-versa. Nous souhaiterions que cet échange qui est fait entre le Mali et le Cameroun, cet accord fraternel puisse perdurer et que nos peuples, que les peuples africains aillent vers de lendemains meilleurs. Merci, merci pour cette contribution. Passez un bon dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Ne ratez surtout pas les autres programmes de votre chaîne Canal 2 International, la 2, que vous pouvez retrouver partout au Cameroun. Merci infiniment aux milliers d'internautes qui nous suivent sur notre page Facebook Canal 2 International. Les programmes se poursuivent. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Bon dimanche.